Mesdames et messieurs, le grand jury reçoit ce soir Maître Moutaga Tall, président du Sénat Faso Yoriwaton et membre influent, sinon très influent du mouvement du 5 juin pour le compte du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Maître, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et merci également de cette comparution devant le grand jury. Sans avocat, ce n'est pas tout à fait... Je ne dirais pas loyal, mais ce n'est pas dans les règles. Hein. Oh. Okay. Pour vous interroger avec moi ce soir, Abdraman Keïta du journal Le Témoin, Chara Takiou du 22 septembre et je suis Omar B. Sidibé pour le compte de Renouveau TV. Maître, voici la composition du jury. Vous avez le droit de récuser qui vous voulez. Oh non, j'ai en face de moi deux excellents journalistes. Un président du jury au-dessus de tout soupçon. Même si je comparais, comme je l'ai dit, sans avocat, je pense que je ne suis pas des mauvaises mains. Okay. Merci. Okay. Abdraman Keïta, un avant-propos sur un propos, c'est tout le plaisir pour nous d'accueillir Maître. C'est un ami de la presse, quelqu'un qui, de tous les politiques, mesure beaucoup plus la portée de la communication politique. Et je sais que nous allons nous régaler avec lui ce soir, surtout que l'actualité est croustillante. Okay. Hein? Okay. C'est vrai, non? Je l'espère. Oui. Et Maître Tall devant moi, ça me rappelle le collectif des partis politiques de l'opposition en 1997. Et ce collectif organisait régulièrement des conférences de presse au Centre islamique d'Amdalaï. Jeune journaliste que j'étais, chaque fois que je prenais la parole, j'étais accueilli par des cris de détresse, des cris d'hostilité contre moi. Et c'est Maître Tall qui calmait les militants pour leur dire « Takiyou est notre hôte, nous aimons les questions gênantes ». C'est pour dire à Maître qu'aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des questions gênantes et je sais d'avance que vous allez répondre, que vous allez y répondre avec aimabilité et courtoisie comme vous savez le faire. Maître. Croyez-moi, le temps a passé, les cheveux ont blanchi, mais vous avez le même Maître Tall devant vous qui aime être poussé dans ces derniers retranchements. Merci d'avance. Merci. Maître, je ne vous apprends rien après votre brève interpellation au K1. Rassurez-vous, la dernière instruction s'est faite ici à la barre ce soir. Merci. Ce qui s'est fait au camp 1 n'a que valeur d'information. Okay. C'est à la barre que les choses sérieuses se passent. Ok, d'accord. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à ces grands jurys. Question de généralité, Maître, près de 30 ans après la création du Sénat Faso Yoriwaton, on ne voit qu'un seul président, Maître Moutaga Tall. Est-ce que vous vous plaisez dans cette posture ou dans cette position d'éternel président du Sénat Faso Yoriwaton? Qu'est-ce que vous pensez de l'alternance au sein des partis politiques? Nul n'est éternel. Okay. Donc je ne suis pas éternel président. Depuis 30 ans, près de 30 ans, vous êtes président de ce parti. Depuis 30 ans, j'ai eu le bonheur de faire venir à l'Assemblée à 2 reprises les plus jeunes députés des législatures. Personne ne l'a fait au Mali. J'ai eu le bonheur d'avoir dans les rangs du Sénat les 2 plus jeunes maires du Mali. Personne ne l'a fait. Nous avons au niveau du Sénat Faso Yoriwaton une clé de répartition de l'aide publique aux partis politiques où les jeunes ont une part qui les satisfont largement. Et croyez-moi, la jeunesse, moi j'y crois parce que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé quand j'avais 32-33 ans. J'étais le plus jeune candidat à l'élection présidentielle au Mali jusqu'à ce jour. Je travaille pour la jeunesse, je travaille pour la relève et je suis convaincu d'une chose. Toute œuvre humaine qui ne survit pas à son auteur est par essence un échec. Okay. Nous travaillons au niveau du Sénat Faso Yoriwaton à passer le flambeau. Il se fera dans les règles de l'art et de façon un peu surprenante. Ok. Abdraman Keïta, sur une question de généralité. Oui, une question de généralité, moi je rappelle qu'il utilise beaucoup plus le jeu que le nous. Est-ce que c'est parce que
aujourd'hui, le SNID se résume à la seule personne de Maître Muntagha Tall, surtout quand on connaît les nombreuses défections qui font qu'en réalité, vous n'êtes que, comme il l'a dit, vous n'êtes pas le seul candidat, mais la seule figure émergente au SNID aujourd'hui. On ne voit pas aucune personnalité émergente qui puisse contrarier vos ambitions d'être à la tête de tout et au devant de tout dans votre famille. Vous savez, si après une seule réponse, vous concluez que c'est le jeu plus que nous, alors que la question était une question individuelle, posée personnellement à quelqu'un, vous vous rendrez compte ici que moi je joue collectif. Je joue collectif au CENID, je joue collectif au FSD, je joue collectif au M5. Vous avez dit j'ai amené le plus jeune candidat. J'ai amené. C'est vous qui l'avez fait ou bien c'est votre parti qui l'a fait? Il avait parlé de Muntagha Tall, éternel président. La question ne concernait pas encore le CENID. Pourquoi donc je n'ai pas voulu me défausser, aller me cacher derrière quoi que ce soit, et j'ai répondu directement parce que je suis face à un président de jury. Je dois répondre de la façon la plus directe à ces questions. Maintenant, moi je connais une grande dame qui s'appelle Madame Maïga Sina Damba. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Je connais un monsieur qui s'appelle Amadou Babassi. Je connais un jeune homme qui est avec vous qui s'appelle Boulam Barou. Je connais un jeune homme qui est aujourd'hui professeur d'université, un des rares docteurs au Mali, qui s'appelle Mahamadou Touré. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres personnes qui peuvent tous faire ce que je fais, autant que moi, ou mieux que moi. Alors, le CENID est cette force, toujours enterrée entre deux élections, mais après chaque élection, on dit « Ah, est-ce qu'il s'agit du même ?» Nous sommes aujourd'hui dans les pelotons de tête des partis politiques depuis l'instauration de la démocratie jusqu'à aujourd'hui. Quels gens disent ce qu'ils veulent. Vous parlez des défections. Parmi les grands partis du Mali et les partis historiques, nous sommes le parti qui a connu le moins de défections. Que un ou deux partis qui aient fait défection aient connu des défections à leur niveau, cela nous importe peu. Mais ce n'était pas nous. S'il vous plaît, on va laisser là. Oui, Monsieur le Président du CENID, vous êtes un des pionniers de la démocratie. En 1993, il y a eu des événements. La puissante association des élèves étudiants du Mali d'alors a mis le feu à l'Assemblée nationale. Et le CENID de Maître Muntagha Tall avait été peint comme étant complice de ses élèves à l'époque. L'Assemblée a été brûlée, le gouvernement a démissionné Younoussou Touré, il y a eu un nouveau gouvernement, Abdoulaye Sékou Sow. Résultat, le CENID entre avec 3 portefeuilles. Est-ce que c'est ça votre stratégie politique? Brûler pour trouver une place? Alors, vous remontez à 1993, c'est intéressant ce que vous dites. Avant 1993, il y a eu 1991. Le CENID était là, avec les organisations et mouvements démocratiques. Nous avons joué ce qui était notre partition. Il y a eu des élections en 1992 qui se sont mal passées. Je l'ai dénoncé en 1992. Vous avez eu moins de 10%. Plus de 10%, je suis désolé. 9, et quelques. Je suis désolé, un peu moins de 12%. Et regardez vos chiffres. Un peu plus de 11, juste à peu près 12%. D'ailleurs, quand on prend l'histoire des élections présidentielles au Mali, c'est le meilleur chiffre obtenu par ceux qui n'ont pas été élus. C'est-à-dire au Mali, Alpha Omar Konara a eu les 12%, Tchaoulé Mouadou Konate a eu les 12%, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bouhar Keïta, en dehors de ça, aucun autre candidat n'a obtenu. Soumela Sissé, en dehors de ça, personne n'a eu un tel score. Je l'avais eu en son temps. Et au sortir des élections, il y a eu, vous vous rappelez, les PSPR. Et il suffisait de prendre un crayon, de signer pour rentrer au gouvernement. Nous avons dit non. Nous ne signons pas parce que nous ne sommes pas d'accord. Donc on n'avait pas besoin de brûler pour rentrer au gouvernement parce que nous avions dit non. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce jour, quand l'Assemblée a été attaquée, ma voiture a été saccagée.
Je ne vais pas saccager moi-même ma voiture. Et ce n'est pas tout. Je dis aujourd'hui, la personne vit, il m'entend. Le président Alpha Oumar Konaré à l'époque et le premier ministre qui avait été désigné m'ont vu pour me dire, Muntaga, tout nous sépare politiquement. Mais le Mali est aujourd'hui menacé. La démocratie peut être remise en cause n'importe quel moment. Nous vous demandons, camarades de lutte pour l'instauration de la démocratie, de venir au gouvernement pour stabiliser le pays. J'ai répondu, c'était à mon domicile. Laissez-moi réunir la direction du parti. Ce que j'ai fait, ce n'est pas l'objet du débat ce soir, ça va d'être long. C'est ainsi que nous sommes rentrés au gouvernement. Mais un an après, quand on a constaté qu'aucun des engagements pris pour le Mali n'était tenu, on nous a demandé de rester pour faire partie du premier gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons dit non. Celui qui brûle pour entrer au gouvernement ne refuse pas quand on insiste pour qu'il reste. Il y avait des pratiques qui pour nous étaient contraires à l'éthique, à la démocratie, à tout ce que nous avions été. Nous occupions des postes très importants, nous avons quitté le gouvernement. Ok, pour Le sortir. président, il a dit qu'ils ont dit non. Excusez-moi, c'est une partie importante de Allez-y, l'histoire Chana, politique allez-y, récente de notre pays que les nouvelles générations doivent comprendre. Allez-y. Il a dit qu'ils ont dit non au président Konaré en refusant d'entrer au gouvernement. Mais c'est ce non-là qui a cassé le SNID. Vous connaissez la suite avec la création du parrainat. Après, ce parti est rentré au gouvernement. Parce que le non était un non unilatéral, sinon un non imposé. Contre la volonté, semble-t-il, à l'époque, de la majorité des membres. Vous vous trompez historiquement, ce que vous dites, ce n'est pas la chronologie. Nous sommes rentrés ensemble au gouvernement avec ceux qui, par la suite, ont fait le parrainat. Le professeur Diakité, par exemple. Vous avez cité d'autres. Donc, nous sommes rentrés ensemble. Nous avons décidé ensemble de quitter le gouvernement. Ils ont été mis en mission, ils sont allés expliquer de Caille à Kidal pourquoi nous avons décidé de quitter le gouvernement. Après, pour des raisons qui leur sont propres, qui ne m'appartiennent pas de juger. Ils ont décidé de faire un comeback au gouvernement. Après avoir mené un procès contre le Sénit, qu'ils ont perdu. Et c'est là qu'ils sont allés créer le parrainat pour revenir au gouvernement. Mais ce n'était plus l'affaire du Sénit. Pour sortir de cette rubrique, je suis sûr qu'effectivement, on ne peut pas ne pas rappeler dans votre parcours votre refus récent de participer aux législatives, qui aurait pu vraiment donner une idée de ce que vous pesez sur la scène politique, pour des raisons certes qui vous appartiennent et plus ou moins défendables, mais qui pour moi et pour beaucoup de gens préfigurent en réalité une défaite, des insuccès qui étaient déjà annoncés lors de la présidentielle, où vous n'avez recueilli qu'une vingtaine de milliers de suffrages. Moins de 1%. Et regardez vos suffrages, ce n'est pas qu'une vingtaine de milliers. C'est important de regarder les documents. Mais alors, je vais vous dire deux choses. Mais c'est moins de 1%. On va laisser un peu mettre. plus de 20. S'il vous plaît, vous avez déjà posé la question. Allez-y, maître. Moins de 1%. Messieurs les jurés, S'il vous plaît, allez-y, vous maître. m'autorisez à répondre à la question que vous m'avez posée? Allez-y, maître. Alors très bien, je vais essayer de répondre. J'ai avancé 4 raisons pour que, en tant que porte-parole, expliquant pourquoi le Sénat ne partait pas aux élections. J'ai évoqué la pandémie. Nous y avons nagé en plein là-dedans. Le Mali faisait de la course en tête au Sahel, alors qu'au début, on était les plus épargnés. J'ai signalé l'insécurité. Soumaïla Cissé, aujourd'hui, n'est pas encore retrouvé. J'ai signalé les atteintes à l'unité nationale. On veut bricoler les élections dans certaines parties. Toutes choses qui ne vous ont pas empêché d'être candidat à la présidentielle. Vous savez, quand on pose une question, on fait l'effort d'écouter jusqu'au bout. Ok, allez-y. Et j'ai prédit les difficultés post-électorales. En disant, pour ces 4 raisons, s'il vous plaît, le Mali a besoin de stabilité. Ne nous menez pas, n'ajoutez pas un nouveau problème au problème. Nous y sommes aujourd'hui. Et quand un parti politique fait une telle analyse et a le courage politique, certains ont dit suicidaire, de dire, pour ces raisons, moi je préfère garder mon éthique et perdre des députés
il faut saluer ces partis. Ok. Peu de partis savent faire ça. Dans les mêmes conditions pratiquement, sauf peut-être le Covid, vous avez été candidat à la présidentielle. On va vraiment Alors, ce n'était pas dans les mêmes conditions parce que l'insécurité l'insécurité s'était particulièrement aggravée au point que des camps militaires disséminés à travers le pays se regroupaient. C'est quand même un élément important Même pas ça. qui était là. Un point, maître, même pas ça. Malgré tout ce que vous avez évoqué, le SUNID a pris part aux législatives dans certaines circonscriptions et avec 0 député à la clé. Oui, je l'ai expliqué. Nous étions, si ma mémoire ne trahit pas, dans 9 circonscriptions. Nous n'avons jamais été dans moins de 40 circonscriptions. Et dans ces circonscriptions, il est arrivé un moment. Au début, nous avions dit que nul ne parte. Certains d'entre nous ont dit, je conviens, avec raison, attention. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous allez faire en sorte que notre parole ne comptera plus chez nous. Mais 80-90% des gens disent, d'accord, on laisse tomber parce que nous n'avions pas pris ce genre d'engagement. Mais quand il s'est ajouté un élément nouveau qui n'était pas là pour la présidentielle, le virus avait franchi les frontières du Mali. Nous avons envisagé le plus sérieusement du monde de tout retirer. Tout le monde avait à ce moment un argument. Mais la loi est telle que, après la validation des listes, on ne peut pas retirer. Et vous aurez observé que ces personnes n'ont quasiment pas battu campagne. Et pour la première fois, personne n'a vu Moutagata lors d'une élection au Mali battre campagne, même devant sa porte, dans son quartier ou ailleurs. Mais aujourd'hui, vous battez le pavé malgré Maître, le virus. nous allons avancer dans vous battez le pavé aujourd'hui malgré le virus. S'il vous plaît. Si le président nous allons avancer dans les débats. Parler cette fois-ci de la Cour constitutionnelle. On a vu cette semaine comment incoopérer la présidente de la Cour constitutionnelle ou l'ex-président de la Cour constitutionnelle et 2 de ses collègues viennent d'introduire un recours gracieux contre le décret ou en tout cas le décret du président de la République. Quel commentaire faites? C'est quoi d'abord un recours gracieux? Si vous pouvez nous expliquer un recours gracieux. Vous savez, moi j'ai attaqué la Cour constitutionnelle 4 fois. 4 fois j'ai perdu. Nous avons suivi. Et tous, non, en fait, j'ai perdu devant la Cour, mais j'avais fortement gagné dans l'opinion. Et tout ce qui se passe aujourd'hui me laisse croire à cette chose. Il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Cette Cour, je l'ai dénoncée. Le débat, je l'ai apporté sur la place publique, puis dans l'espace universitaire, en invitant tous les constitutionnels du Mali pour dire voilà ce que cette Cour fait. C'est grave pour notre pays. Et aujourd'hui, on me donne tout à fait raison. Pourquoi donc? Quand vous parlez des résultats des élections, moi, ça me fait sourire. Parce qu'aujourd'hui, le bénéficiaire premier des élections a dit cette Cour-là ne fait que tricher. Et a décidé de la liquider. Mais malheureusement, en employant de mauvais moyens juridiques. Mais c'est quoi un et recours en gracieux? violant à nouveau la Constitution. Maintenant, les recours gracieux. J'y arrive. Lorsque vous voulez attaquer une décision devant la juridiction administrative, vous avez la possibilité, avant de rentrer dans le contentieux, je vais faire bref et simple pour que les gens comprennent, pour faire un pré-contentieux. Vous dites à l'auteur de l'acte que vous entendez attaquer. Vous vous êtes trompé, je vous demande gentiment, poliment, de retirer. Et cette autorité a un délai pour réagir. S'il réagit, vous pouvez vous satisfaire de sa réaction ou attaquer sa réponse. Et s'il ne réagit pas, au bout de certains délais, on considère qu'il a réagi négativement et vous pouvez attaquer. Donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, les 3 membres de la Cour constitutionnelle qui ont déposé le recours gracieux sont dans une phase contentieuse, ils sont dans les pré-contentieux. C'est pourquoi j'ai été étonné de voir, si c'est vrai, cette mise au point de la Cour pour dire, ou des membres restants de la Cour, pour dire c'est faux, nous n'avons pas déposé de requête devant la Cour suprême, mais c'est un demi-mensonge. Ils auraient pu ajouter, nous avons quand même introduit un recours gracieux qui préfigure des recours contentieux. D'accord. Abdrahmane Keïta sur ce point. Oui, mais quelles sont les chances que ce recours gracieux aboutisse selon vous? Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le président de la République pour respecter
en même temps les indications, les recommandations de la CEDEAO tout en restant dans la Constitution. Si le droit est dit, maintenant ça va gagner son procès. Parce que le président a violé la Constitution en prenant l'acte qu'il a pris. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait procéder de cette façon. Nous avons dit qu'il faut demander et obtenir la démission de l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle. Voilà ce que nous avions demandé. Un a été rappelé à Dieu, le Tout-Puissant, qu'il repose en paix. 4 ou 5 autres ont démissionné. Il en restait 3 irréductibles. Je pense qu'il fallait maintenir la pression pour les amener à démissionner. Mais on ne pouvait pas révoquer légalement leur décret de nomination. Donc on peut accuser la CEDEAO d'être à l'origine de cet imbroglio-là qui vient d'être créé, puisque c'est eux qui ont donné une date pratiquement incompréhensible, en disant au 31 juillet, il fallait tout faire. Nous avons dit dès l'abord que les préconisations de la CEDEAO, de l'avant-dernière mission, avant de celle d'aujourd'hui des chefs d'État, violaient toutes les lois et la constitution du Mali, et que par conséquent, ce n'étaient pas de bonnes préconisations. Et nous avons ajouté, pendant ce temps, le M5 RFP s'est fait une religion de ne pas sortir de la loi et de ne pas sortir de la Constitution. Il était important pour nous que la loi et la Constitution soient respectées. Ça n'a pas été. Maître, je vois que vous êtes dans une contradiction flagrante. C'est difficile à prouver. Vous restez dans la loi, la Constitution, et au nom de cette même loi et de cette même Constitution, vous demandez la démission du président de la République, vous demandez la dissolution de la Cour constitutionnelle, alors que vous savez... Chana, si on pouvait vraiment rester pour respecter le conducteur... On est dans ça, on est par rapport... Il vient de dire que le M5 RFP est resté dans la loi, la Constitution, alors que tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui jurent avec la Constitution également. Alors, parlons d'une seule demande, d'un seul acte posé par le M5 RFP qui serait contraire aux lois ou à la Constitution. Vous contestez l'arrêt de la Cour qui est un arrêt de dernier ressort. Vous voulez qu'on revienne sur ça. Ça, c'est pas une vie. Ça, en tant que démocrate, en tant que républicain, vous pensez que c'est normal qu'après un arrêt de la Cour, vous refusez de vous soumettre à cet arrêt-là et vous demandez qu'on revienne sur ça. Non, vous avez parfaitement raison, monsieur le juré. Quand vous vous énervez, vous effrayez et vous risquez de le perturber. C'est son tempérament. C'est le tempérament de notre juré. Je connais Chana depuis 30 ans. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chana, vous avez raison. Sauf que le M5 n'a jamais demandé ce que vous dites. Nous avons demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et réformer l'arrêt de la Cour constitutionnelle est pour nous inacceptable parce que c'est contraire à la Constitution. Cet arrêt a été rendu sur la base du mensonge, mais sur terre, il vaut. Maintenant, le moyen politique de rétablir la justice, ce n'est pas de bricoler, comme on semble le vouloir, c'est de dissoudre l'Assemblée. Et c'est ce que nous demandons. Et ça, c'est légal. Ok. Chana a bien parlé du mouvement. Est-ce qu'il n'était pas aussi légal Non, vous allez... Est-ce qu'il n'était pas aussi légal d'activer les pouvoirs exceptionnels du président de la République pour dissoudre la Cour? Non. Les conditions d'activation de l'article 50 sont loin d'être réunies. Mais si ces conditions-là sont réunies, si il y a l'article 50 précisément, le président ne peut plus dissoudre la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut que ce qu'il fait dans cette exception soit contrôlé et vérifié quelque part. Nous ne sommes pas du tout dans l'hypothèse de l'activation de l'article 50. Non, il n'y a aucune impossibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Aucune. Demain, le président peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce que certains disent, mais à tort? Quand vous lisez la Constitution du Mali, il est dit quelque part, dans l'année qui suit les élections, le président, il s'agit de l'année qui suit une première dissolution. Nous ne sommes pas dans le cas. Le moyen le plus simple, le plus juridique, le plus juste, c'est qu'on dissout l'Assemblée. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous considérer que la Cour ait simplement pris l'attitude qui a été la sienne
au deuxième tour et que pour le premier tour, cette cour a été propre. Non. C'est la même élection, la même cour, les mêmes tripatouillages. Et croyez-moi, beaucoup de gens qui devaient être au second tour n'y sont pas parce que la cour ne l'a pas voulu. Et certains aujourd'hui qui crient au second tour ne devraient pas y être parce que la cour leur a fait la courte échelle. Donc la justice, honnêtement, cette assemblée, elle s'en va. Maître, en début de semaine, le M5 a décidé de suspendre son mot d'ordre de désobéissance civile. Parmi les raisons évoquées, permettre aux Maliens de faire leurs courses pour la fête de Tabaski. D'aucuns disent que cette décision a provoqué une certaine dissension au sein du M5. Que vous n'êtes pas forcément à la même longueur d'onde par rapport à cette suspension. Vous savez, quand nous, on lit les choses, on est quelquefois surpris. On dit, est-ce qu'il s'agit de nos délibérations et de notre regroupement? Alors, figurez-vous que la trêve a été décidée à l'unanimité. Mais Choguel a fait un communiqué. Chana, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Non, il parle de l'unanimité. Vous allez réagir, s'il vous plaît. Non, les questions de relance sont souvent perdues. J'aimerais bien entendre ce qu'il veut dire par rapport à ça. Choguel a fait un communiqué pour dire le contraire, le même soir. Alors, j'aimerais bien voir ce communiqué que moi, je n'ai jamais vu, je n'en ai jamais entendu parler, parce que Choguel était dans la salle et on était tous d'accord. Pourquoi? Nous n'évoluons pas en situation géostationnaire. Nous sommes dans ces pays. Nous en connaissons les réalités. Vous savez, nous quatre qui sommes là, franchement, on ne va pas au marché tous les matins pour vivre. C'est-à-dire on ne vit pas au jour le jour. Mais on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui sont avec nous et qui vivent au jour le jour. Il n'y a aucune raison que nous les pénalisions. La désobéissance civile, ça s'adresse plus au pouvoir public qu'au pauvre citoyen qui est victime des agissements de l'État et des gouvernants. Nous devrons tenir compte de cela. Mais maintenant, là où il y a un problème, c'est que ceux qui n'étaient pas dans la salle, qui n'avaient aucun mandat pour le faire, l'ont annoncé avant que la décision ne soit confirmée et que les voies de communication que nous avions souhaitées n'aient pu être mises en branle. Oui, ça, nous avons cette difficulté. Ce qui a fait que beaucoup de nos militants ne comprenaient pas qu'on se retrouve de cette façon pour briser leur élan. Le lendemain, on les a appelés, après une chaude explication, ils ont compris. Oui, mais maître oui, j'ai dit, la première information a été donnée par Serge Daniel dans un tweet. Il n'était pas dans la salle, bien sûr. Il n'était pas dans la salle, mais il a eu l'information, il est bien informé. Notre excellent... Non, l'information n'était pas bonne parce que quand il le disait, nous n'avions pas pris la décision. Nous avons mis la question en débat pour le lendemain. Okay. Oui, d'accord, je n'ai pas terminé la question. Donc, il dit que lorsque Serge disait, notre excellent confrère Serge disait ça, la décision n'était pas prise. Certainement, comme il a de contact avec vous, il a ses entrées là-bas, il savait déjà que la décision allait être prise. Il l'a annoncé, vous l'avez confirmé. Et lorsqu'il l'a annoncé, quelques heures après, Choguel a apporté un démenti. Il s'agit bien de cela. Oui, si vous dites cela, Choguel a raison et vous avez raison, parce qu'en ce moment, on n'avait pas décidé, on avait mis la question en débat. Il n'y avait pas de décision. C'est le lendemain que nous avons décidé. Donc, Choguel était dans son rôle, en tant que président du comité stratégique, de dire que ce qui a été annoncé comme une décision n'était qu'un sujet à l'ordre du jour. Donc, on dit la même chose. Tout votre développement, pour moi, vraiment n'apporte pas la preuve que votre organisation n'est pas la pétodière qu'il avait décrite. Et il n'a pas dit que c'était pétodière. Assumez ce que vous dites. Il a décrit, je n'ai pas dit qu'il l'a dit. Oui. Il l'a décrit. Moi, je n'ai pas senti cette discussion. Monsieur le jury. Franchement, je vous laisse la responsabilité de cette discussion. Et je ne l'ai pas entendu. Parce que le désordre quand même qu'il a décrit en votre sein. Il n'a pas parlé de désordre non plus, ni d'écrit. Dissension, je n'ai parlé pas de dissension interne, ce que j'appelle désordre, puisque vous-même, vous êtes sorti, vous êtes inscrit en faux contre un certain document qui avait circulé en votre nom, disant que ça représente les propositions du M5 de sortie de crise, ainsi de suite, et au-delà. Et vous dites, dans cette démonstration, que vous êtes une centaine d'associations, toutes autonomes, et que chacun a son autonomie de dire ce qu'il veut, passer ce qu'il veut. C'est là que je viens à la pétodière, en réalité. Alors,
À cela s'ajoute. La question, c'est le À cela s'ajoute. Non, la question, il le connaît. Ok. Puisque toutes les questions ne sont pas de forme interrogative. Hein? Et à cela s'ajoute le fait que vous avez quand même des éléments qui se tirent dans les pattes. Les Kaoujim, par-ci, les Clément Dembélé, et par là, une bousculade au portillon des martyrs. Certains disent que c'est eux qui ont été arrêtés, d'autres disent qu'il n'y en a que 3, c'est moi qui le suis. Et ensuite, une bataille de visibilité évidente qui est en train de se dérouler quand même entre acteurs. Tout cela prouve qu'en réalité, il y a un certain malaise quand même dans votre sein. Alors, vous avez dit 5 choses distinctes. Je vais répondre en moins de 5 minutes. La première, vous parlez des dissensions. Vous savez, quand les gens viennent d'horizons différents. Oui. Alors, moi, je parle J'ai de la dissensions. Ok. Quand on parle de dissensions, dans une organisation, plus de 100 partis politiques aujourd'hui, plus, actés, connus, qui se réunissent et qui signent les documents, près de 200 associations, sans compter les plateformes, les centrales syndicales, mais si les débats ne sont pas rudes, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Nous débattons. Nous débattons des questions difficiles. Nous parlons même de la survie du Mali. Qui aussi choc des ambitions, pas seulement Mais, le débat. bon, si vous voulez, je prends ça comme 6e point. Ok, d'accord. Mais j'en avais noté 5. Vous me permettrez juste de répondre à 5 points. Donc, ces dissensions-là, ces débats sont normaux. Ça prouve notre vitalité et notre caractère démocratique. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive toujours, in fine, à prendre une décision. La deuxième chose, vous avez dit la polémique qui a opposé Kaoujim et Clément, nous la regrettons. Nous leur avons dit d'éviter ce genre de polémique qui n'apporte rien à notre combat. Et je pense qu'ils nous ont entendus. On fera en sorte que ce genre de choses n'arrive plus parce que ça ne sert personne. Voilà. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est quoi? Notre unité d'action pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais sur le parcours, il pourrait y avoir des incidents, comme ce qui arrive entre la langue et les dents. Mais la salive, elle est là pour panser la plaie. Ok. Monsieur le Président, une mission de la CEDEAO, de médiation de la CEDEAO, conduite par 5 chefs d'État, vient de rencontrer tous les protagonistes de cette crise. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa rencontre avec le M5 auquel vous appartenez? Vous savez, le Mali, c'est la CEDEAO, c'est le Mali. 2, il est normal que lorsqu'il y a des difficultés dans une concession, que les voisins viennent voir et qu'ils aident même à éteindre l'incendie si incendie il y a. Donc c'est important. Troisièmement, que 5 chefs d'État se mettent ensemble pour venir dans un pays parler d'une crise est plutôt rare. Nous en avons été honorés et nous étions heureux d'être devant eux pour leur expliquer de vive voix quelles étaient nos préoccupations. Parce que quand on voit les conclusions de la mission précédente, nous, on s'est dit 2 choses. Est-ce que c'est nous qui nous sommes mal expliqués devant eux ou bien c'est eux qui ne voulaient pas entendre ce que nous leur disions? Alors, nous avons expliqué à ces chefs d'État de quoi il s'agit. Et avant qu'ils viennent, que n'a-t-on dit? Voilà un syndicat de chefs d'État qui va venir, qui va avaliser les thèses soutenues par les pouvoirs, qui va faire des sommations au M5, qui va rentrer dans les rangs, et tutti quanti. Mais nous avons vu devant nous des chefs d'État soucieux de la sous-région. Parce qu'ils ont signalé 3 gros problèmes que nous avons. La pandémie, l'économie et la crise sécuritaire. Ils ont dit qu'ils sont là, non pas pour nous dicter quoi que ce soit, non pas pour nous imposer quoi que ce soit, mais qu'ils viennent juste pour essayer de comprendre et nous aider à nous rapprocher, à nous réconcilier et à faire sortir le Mali de difficultés qu'il y a. Nous leur avons expliqué que nos problèmes aujourd'hui ne sont pas des problèmes électoraux, qui ne sont que des manifestations de la crise que nous connaissons, qui est une crise de gouvernance. Crise de gouvernance qui elle-même prend sa racine dans la corruption et l'impunité érigée en système de gouvernement. Et qu'avec ça,
puisqu'il n'y a pas assez de ressources, les rares ressources qui sont là sont détournées, l'État ne peut plus faire face à ses missions régaliennes, ni à ses missions de développement. Et que, d'ailleurs, le président de la République a laissé le pays en des mains qui ne sont ni élues, ni compétentes pour diriger les navires Mali, et que pour nous, franchement, M5 RFP, composé d'hommes et de femmes qui ont assumé toutes les responsabilités imaginables dans son pays, à part des chefs d'État, tout, nous savons ce que nous faisons. Nous ne voulons pas les chaos qui sont quelque part pour certains même comptables de ce qui se passe actuellement. Nous en parlerons si je termine, qui n'ont qu'un souci aujourd'hui que le Mali ne sombre pas dans l'abîme, parce que nous sommes au bord de l'abîme. Et figurez-vous que depuis que le M5 existe, personne n'a jamais contesté notre diagnostic. Personne. Mais au moment de prescrire les médications, évidemment, il y a beaucoup qui nous disent, mais vous demandez la démission du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous faites ça, vous allez créer les chaos? Nous, on leur dit que le Mali est le seul pays que moi je connais personnellement où la continuité conduit à l'instabilité et le changement à la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette rencontre? Ils ont été à l'écoute. Okay. Ils n'ont pas de diktats. Ils ont dit, in fine, nous avons entendu les autres parties. Nous allons convoquer un sommet extraordinaire où le cas Mali sera débattu. Okay. Nous attendons. On peut en déduire que la mission a été un succès, selon vous. Vous savez, la mission a été un succès absolu parce que dans ce genre de situation, leur rôle n'est pas facile. Hein. Ils sont chefs d'État, accueillis par un chef d'État. Ils ne nous ont pas imposé les points de vue de leurs collègues chefs d'État. Ils nous ont écoutés avec la courtoisie, une courtoisie que vous ne pouvez imaginer. Attentivement, sans limite de temps. Sans limite de temps pour des chefs d'État. C'est quand ils nous ont dit, vous avez fini, on a dit, oui, on a fini. Ils ont levé la séance. Mais on était organisés aussi. On a donné la parole à 2 personnes, avec un document que j'ai amené ici. Qui est qui? L'imam Mahmoud Diko a pris la parole. Shogel, comme notre porte-parole, a lu un document que nous avons élaboré et approuvé ensemble. Okay. Avant de revenir sur le contenu de ces documents, Monsieur le Président, vraiment, vous avez parlé de la CEDEAO en des termes très éloquents, alors qu'il y a beaucoup de vos membres qui sont désobligeants, qui insultent même la CEDEAO, pas plus que cet après-midi. Et je lis un tweet... avant la rencontre Avant la rencontre avec le M5. Bon, un peu pendant la rencontre même, un tweet d'une éminente personnalité de votre regroupement, en l'occurrence Maître Barry, qui dénonçait la CEDEAO, qui faisait même une confusion de rôle, qui disait que la CEDEAO n'est pas allée voir les réfugiés maliens. Et il a terminé par dire que c'est de l'indécence. C'est de l'indécence. Est-ce que vous quand même date de 2 jours? Oui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Parce que quand même, c'est un membre éminent de votre groupe. Nous sommes riches de notre diversité. Attendez, moi qui suis en train de vous parler tout de suite, au sortir de cette réunion, je serais heureux qu'un membre de M5 me dise, Mountaga, sur ce point précis, tu t'es trompé, arrête de dire ça, ce n'est pas bon, parce que. Vous savez, on fait un chemin ensemble. Quand Maître Barry, qui souffre dans sa chair, dans son sang, ce qui se passe aujourd'hui au centre du pays. Et pour nous d'ailleurs, les milices qui opèrent là-bas ont été créées par ce pouvoir. Alors, on peut le comprendre, Maître Barry. Mais on va se parler sur tout. Vous pensez que la CEDEAO doit s'intéresser aux réfugiés? Non, je ne dis pas... La CEDEAO, c'est un cadre de solidarité. Un cadre de développement économique, un cadre de stabilité politique. Voici les grandes missions de la CEDEAO. Et faire preuve de solidarité envers des réfugiés, au demeurant délaissés par leur propre gouvernement, peut rentrer dans les missions de la CEDEAO. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, nous sommes riches de nos parcours différents, de nos différences et tout le reste. Et on essaie tous les jours qui passent de tout harmoniser.
Mais ça prendra le temps que ça prendra, nous y arriverons. Je corrige, j'ai parlé d'indécence, mais il a parlé de manque de décence. Donc, quelque part, ça peut être indécence. Je corrige. D'accord, très bien. Manque de décence. Parfait. Donc, cela veut dire indécence quelque part. Merci. D'ailleurs, moi, je ne préjuge pas de ce que feront la conférence des chefs d'État. Mais ce que nous leur avons dit aujourd'hui, qui ne les a pas choqués, qui leur a fait plaisir. On a dit, accompagnez-nous, mais ne vous substituez pas à nous. Nous sommes un pays digne, debout. L'imam a dit cela, c'était dans notre document. Ne nous substituez pas à nous. Vraiment, accompagnez-nous. Mais il y a une lecture différente. Vous dites que ça a été un succès. À entendre, j'ai écouté un vocal de l'imam avant de rentrer dans ce studio-là, où il disait qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Pas du tout satisfaits. Et il semble même dire que c'est un succès. Ok, vous le complétez. Écoutez, Chana. Il va le compléter. Il va compléter ce mot insatisfaction pour vous dire, tel que vous décrivez votre association, il y a manifestement impossibilité de la satisfaire. Votre caractère hétéroclite tel que Je n'ai jamais parlé de ça. Si, vous avez dit que vous êtes de... J'ai dit que nous sommes riches de nos différences. Ah, non, ça, ce n'est pas vous avez dit auparavant qu'ils sont hétéroclites. C'est un mouvement hétéroclite. Ah bon? Ah oui, moi j'ai entendu le mot hétéroclite. Alors je le retire. Ah bon, un mouvement hétéroclite. Est-ce qu'il est possible de satisfaire un mouvement aussi divers, aussi diversifié, où les ambitions, les intérêts, les objectifs se croisent, s'entrecroisent? Alors, nous n'avons qu'un seul objectif parce que, vous savez, le M5 RFP, on n'y entre pas comme on veut. On n'y fait pas ce qu'on veut. Nous avons un document fondateur qui fixe notre objectif, pas nous, notre objectif et nos moyens d'action. Nous avons dit quoi? Le Mali a des problèmes. Le Mali est menacé dans son existence en tant qu'État, en tant que nation, en tant que démocratie et en tant que république laïque. Il ne faudrait pas laisser le Mali disparaître. Il faut venir à son secours. Et la première mesure, c'est de demander aux responsables, qui est Ibrahim Boubacar Keïta, de démissionner. Voilà ce qui nous réunit. Maintenant, quand vous parlez d'ambition, vous nous faites un mauvais procès. Vous savez ce qui surprend nos interlocuteurs, surtout ceux de l'étranger, quand on leur dit qu'on n'est ni demandeur ni preneur d'un gouvernement. Ça dit que nous, on ne cherche pas à être ministre. Nous cherchons à sauver notre pays. Oui, maître, et là, donc, vous vous trompez en parlant d'ambition à ce niveau. Les gens sont surpris par cette hauteur de vue et ce comportement que nous avons. On va laisser. Selon vous, en dehors, puisque cela semble être négociable, vous êtes revenu à la base puisque le premier schéma auquel vous avez conclu avec le chef d'État n'avait pas marché. Donc vous êtes revenu encore à la base pour demander sa démission. Sinon, je pensais qu'en réalité, c'est quelque chose, qu'il demeure au pouvoir était quelque chose de déjà concédé de votre part. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore retourner en arrière pour ne plus remettre dans le panier des négociations cette démission du président de la République? J'attends que le président me donne la parole. Pour compléter cette question d'Abdraman, j'ai quand même, avant cette mission de la médiation, il y a été cette expression des lignes rouges qui était vraiment à la mode. Est-ce que certaines lignes sont devenues finalement vertes? Non. Je dois, pour être complet et honnête, dire que les chefs d'État nous ont dit qu'ils n'ont pas parlé de lignes rouges. Ils ont dit qu'il n'est pas dans notre mandat de discuter de la démission d'un chef d'État. Ce que nous comprenons. Effectivement, cela n'est pas dans leur mandat. Ils nous ont dit qu'il faut rester dans le cadre de la Constitution. Mais la Constitution n'exclut pas la démission pour nous. Mais on n'a pas eu ce débat avec lui. Et nous avons aujourd'hui ce que nous voulons. C'est sur la base des pressions résultant du nombre de personnes que nous allons mettre dans la rue, pacifiquement, légalement, que le président se dise « Ah, vraiment, Djongala, moi, je dois partir ». En prenant lui-même la décision. Donc, nous sommes dans la Constitution en plein. Maître, vous dites chaque fois que vous êtes dans la Constitution, dans la loi, au même moment vous demandez la démission du président de la République, vous demandez un premier ministre de plein pouvoir, vous demandez une constituante,
Vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale. Transition. Une transition, tout ça là. Okay. Dans un État démocratique où un chef d'État a été élu démocratiquement, où vous tous, chacun de vous, rares sont les leaders de M5 qui ont atteint la barre de 10%. Vous n'êtes pas représentatif. Ce que vous n'avez pas obtenu dans les urnes, vous voulez obtenir cela dans la rue. Est-ce que vous pensez que ça c'est démocratique, ça c'est républicain, maître? Alors, maître, vous avez là il y a le micro. 2 séries de questions. Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur le Président. 1, vous parlez beaucoup des résultats obtenus par les uns et les autres. Depuis 1998. Alors, je parlais de 2018. Alors, intégrez dans votre grille d'analyse 2 éléments. Le 18 octobre 2018, la CEDEAO a envoyé une mission au Mali où il prenait acte du mauvais déroulement, de la mauvaise organisation des élections. Sans euphémisme, ils auraient dit fraude. Et ils ont dit, mais qu'à cela ne tienne, mettez balle à terre, il n'y aura plus jamais d'élections au Mali avant qu'on échange le cadre législatif des élections. 18 octobre, CEDEAO. C'est pour vous dire que c'est 1. 2, la décision de dissoudre de fait la Cour constitutionnelle a tout crédit à ce que cette Cour constitutionnelle a fait ou dit. Mais j'ajoute une 3e chose, Chano. Moi, je remercie Dieu, vraiment Dieu merci, permettez-moi cette note personnelle. J'ai les meilleures relations que vous pouvez imaginer avec mes frères et mes sœurs, avec mon épouse et mes enfants, avec des amis avec qui je suis depuis 55 ans. Moi, j'en ai 63. Même plus. Dans leur bureau de vote, j'ai eu 0 voix. J'ai pris les vrais résultats signés. Et j'ai pris les résultats qui m'ont été officiellement donnés. Dans les nombreux bureaux de vote, j'ai mis sur Internet. À partir de ce moment, moi, je ne parle plus de ces élections et de ces résultats. Mais si, effectivement, nous ne valions que ça, vous pensez vraiment que nous serions là où nous sommes aujourd'hui? Alors, ces résultats, ces élections, personnellement, moi, j'en ai terminé. Maintenant, est-ce que demander la démission du président de la République est contraire aux lois? Je vous ai dit non. Un de vous deux a dit oui, c'est dans la Constitution. Est-ce que demander la décision de l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution? Je pense que la réponse est non. Est-ce que demander, in fine, que la Constitution du Mali soit appliquée? Parce que vous savez, il y a une différence entre la pratique institutionnelle du Mali, qui fait du Premier ministre un collaborateur du président de la République, et le texte de la Constitution, qui lui donne des pouvoirs plus importants que les pouvoirs du président de la République. Quand on lit la Constitution du Mali, en quoi est-ce un problème? Je ne vois pas l'acte que nous avons posé, la demande que nous avons formulée, qui soit en dehors des règles de notre pays. Pourtant, ce que Chana a dit, il ne faut pas ôter tout crédit à ce que Chana a dit par rapport à ce que vous valez. Puisque moi, je me rappelle vos propos quand vous lanciez Unis pour le Mali. C'est ça, si je... une organisation comme ça, non, Unis pour le Mali, humain. Vous disiez ceci en substance, jamais le fossé entre les dirigeants et les citoyens n'a été aussi grand et nos compatriotes n'ont plus confiance en la classe politique. Ça, c'est avant les élections. L'élection présidentielle. Ça, c'est la première phrase. La suite ça, la suite, bon, la classe politique, vous dites celle-ci, c'est illustré. J'ai dit que dans ce monde où les gens ont eu des comportements que je décris, que je rejette, qui me répulsent, que certains sont restés eux-mêmes, dignes, droits, sans jamais dévier de droit chemin. Les compatriotes en général, vous dites ça, je l'ai mis. Confiance en la classe politique. Ça aussi, vous l'avez dit. Oui, voilà. Je dis ça, c'est le début de la phrase, ce n'est pas la fin. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un certain Mahmoud Dicko qui est l'autorité morale d'une organisation au lieu de Maître Montakatal, dont on connaît les origines? On aimerait voir un Maître Montakatal qui a toujours fait de la politique depuis 1990 jusqu'à présent, être à la tête d'une organisation politique, mais la méfiance entre vous, hommes politiques,
tel que vous l'avez dit, le manque de confiance la confiance dont les hommes politiques ne jouissent plus sur la scène politique nous a amené à ce niveau où les politiques font de la courbette, font allégeance à une autorité religieuse. Il nous reste 5 minutes avant de conclure l'émission. Je vais vous répondre 2 choses. La première, c'est bizarre, hein? Je parle avec quelqu'un tout de suite. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne revendiques pas? J'ai dit non, moi je ne me bats pas pour la lumière. Ce que j'aime suffit. Je ne suis pas en train de battre, je vais être président de ça, non. Honnêtement, ce que j'aime suffit. Vous savez, il y a certaines personnes que les nominations font. Il y a certaines personnes qui existent en dehors de ces choses-là. Dieu fasse que je sois dans la 2e catégorie, je ne cours pas pour ça. 1. 2. Ce ne serait pas la dernière tentative. Je pense que ce n'est même pas la vôtre. Que n'a-t-on fait depuis que cette affaire a commencé pour nous mettre dos à dos? L'imam salafiste, Cheikh Omar laïciste, Muntagatal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. J'ai dit que ce n'est pas votre cas. Voilà. J'ai pris cette précaution oratoire, non? Muntagatal et gna. Donc, comme pour nous mettre dos à dos, vous savez, nous allons nous compléter jusqu'au bout. L'imam n'est pas membre du M5 RFP. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'imam n'est pas membre du M5 RFP. Il en est l'autorité morale. Moi, je dirais la CEMAS est membre. La CEMAS ne préside pas. Mais alors, quelle soit la voie prépondérante? Pourquoi voudrez-vous que cela me gêne si cela nous fait un bonus? Okay. Si chacun d'entre nous pouvait être ce que vous croyez, c'est ce que nous souhaitons. Quand quelqu'un vient t'aider à te relever, ne le tire pas vers toi. Okay. Essaie de te relever et d'atteindre son niveau. La dernière question de l'émission. Ah non, pas une question de penser pour. Je suis né dans la région. Je ne connais que ça. L'autre jour, j'ai chahuté avec l'imam. Quand il a dit à un certain moment, vous êtes des politiques, moi je suis imam, j'ai dit, mais imam, tu me mets où? Il dit, ah là, tu as raison. Si demain je verse dans le rôle de l'imam, personne ne dirait que c'est illégitime. Chana Takiou, la dernière question de l'émission avant de rendre le verdict. Oui, Monsieur le Président, vous agissez au nom du peuple. Vous expliquez que c'est pour le Mali, c'est pour le peuple Mali, c'est pour le bien du Mali. De l'autre côté aussi, on dit la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous unir pour le Mali? Je dis bien pour le Mali, pas pour vos intérêts, vous m'excusez, égoïstes ou mesquins, mais pour le Mali, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, maître? Moi, je vais vous dire, pour quelqu'un qui fait de la politique, vos intérêts de circonstance, puisque... pour des gens qui font de la politique et qui ne pensent qu'à des intérêts égoïstes et mesquins, ils ne refusent pas de rentrer dans un gouvernement. Honnêtement. Ça, vous notez ça, c'est important. Quand quelqu'un qui fait de la politique refuse de rentrer dans un gouvernement, c'est qu'il n'est pas que dans les intérêts égoïstes et mesquins. Qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble? Chana, vous ne contesterez pas avec moi que la corruption et l'impunité aujourd'hui régente notre pays. Vous ne pouvez pas contester aujourd'hui que notre mal réside dans c'était la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes dans la non-gouvernance. Il n'y a même plus de gouvernance. Pourquoi? Un État, ce sont des institutions. Nous en avons 8 au Mali. Aucune ne fonctionne normalement. Aucune. Donc, il n'y a même plus d'État. Si on doit s'entendre, on nous a fait nous entendre sur des bricolages qui font que le Mali ne s'en sortira pas, nous ne considérons rien. Si vraiment on peut se dire, ça ne va vraiment pas. Les responsables de cela, vraiment, s'il vous plaît, qui veut travailler pour ce pays, mais le Mali, il est au-dessus de nous. Et je dis souvent, on a plusieurs nationalités, mais personne n'a 2 Mali. Il s'agit de faire des concessions. Qu'est-ce qui peut vous unir encore, maître, pour le bonheur du Mali et des Maliens? La bonne gouvernance, s'oublier et penser d'abord au Mali. Maître, nous sommes à la fin de ce débat. Merci d'être comparu devant le grand jury. Alors, j'attends le verdict. La cour doit-elle se retirer? La cour a décidé. Le verdict. Non. Je vais lui rappeler un propos. Je vais lui rappeler un propos. Très rapide. Le propos qu'il disait. Il faut désormais, pour rejoindre Chana, il faut désormais une approche plus globale, plus inclusive. Il faut beaucoup d'imagination et d'audace.
Nous devons nécessairement dépasser nos clivages et antagonismes partisans et mettre le Mali au-dessus de tout. C'est exactement ce que je viens de redire. Vous savez, moi, la cohérence a valeur de dogme. J'essaie de ne pas dire des choses en fonction des circonstances. Depuis 30 ans, je dis exactement la même chose. Ok. Je ne me suis jamais éloigné du droit chemin. Je vous en Il est acquitté. Maître, à l'unanimité, le jury a décidé de vous libérer des liens de l'accusation. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le jury. Notre invité était Maître Moutaga Tall, président du Sud Faso Iriwaton, membre du mouvement du 5 juin pour le compte du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission, Le Grand Jury, certainement avec un autre invité.